Des archéologues ont entamé d'importantes fouilles sur le site romain de Pompéi. La ville fut détruite il y a près de 20 ans lors de l'éruption du Vésuve. Et si le plus grand secret de Pompéi n'était pas enfoui sous les cendres, mais scellé en dessous? Début 2025, des archéologues ont mis au jour une chambre forte que personne n'était censé découvrir. Voici la petite pièce juste à côté de l'écurie, et vous pouvez constater à quel point elle est exiguë. On s'attend à trouver une grande richesse dans ces villas de banlieue des parchemins qui perturbent les champs magnétiques, un homme dont les poumons sont exempts de cendres et un alignement cosmique qui ne se produira pas avant des décennies. Mais ce qu'ils ont découvert derrière la porte en basalte a bouleversé même les scientifiques les plus aguerris. Vous voudrez savoir ce que recelait cette chambre forte et pourquoi elle nous attendait peut-être. Le coffre-fort que personne n'était censé trouver. Depuis des siècles, Pompéi est une capsule temporelle hantée, figée sous les cendres, murmurant des secrets à travers ses murs en ruine et ses corps moulés dans le plâtre. Mais début 2025, des archéologues travaillant près de la Porta Nola ont découvert une anomalie radar qui contredisait toutes les cartes connues de la ville. Sous une villa déjà fouillée, un radar à pénétration de sol a détecté une cavité parfaitement rectangulaire scellée sous des débris volcaniques solidifiés. Ce qu'ils découvrirent ensuite stupéfia même les experts les plus chevronnés. Une chambre souterraine cachée intacte depuis l'éruption du Vésuve il y a près de 20 ans. Il ne s'agissait ni d'une chambre funéraire, ni d'un entrepôt. C'était tout autre chose. La voûte était encore intacte. Le sol était recouvert d'une mosaïque noire et blanche aux motifs concentriques étranges, jamais vus auparavant dans les maisons romaines. Mais le véritable choc survint lorsqu'ils forcèrent la porte scellée de pierre. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de coffres en bois carbonisé, mais conservés, disposés en demi-cercle autour d'un piédestal contenant ce qui semblait être une sphère de bronze. Les premiers examens révélèrent que cette sphère était un planétaire, une ancienne maquette mécanique du système solaire réalisée avec une précision étonnante. Elle représentait non pas 5, mais 8 planètes. Ce détail à lui seul a suscité une véritable frénésie chez les scientifiques. Pluton était absente, mais Uranus et Neptune, qui n'ont été officiellement découvertes qu'au 18e et 19e siècle, y figuraient. Comment? Plus troublante encore était une inscription à la base du planétarium en osque, une langue qui avait presque entièrement disparu au moment de la destruction de Pompéi. On pouvait y lire en traduction approximative « Les veilleurs de la flamme connaissent le mouvement du ciel ». Si certains rejetaient cette affirmation comme un charabia ésotérique, d'autres soulignaient d'étranges similitudes avec les anciens prêtres astronomes babyloniens qui croyaient que la flamme des dieux se déplaçait par cycles à travers le ciel, une préfiguration du mouvement planétaire. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Des plaques de bronze gravées de cartes stellaires et d'éclipses lunaires étaient incrustées dans les murs. Des astronomes de l'Université de Naples ont utilisé un logiciel de simulation pour reconstituer les configurations célestes et, chose surprenante, l'une des plaques représentait un alignement solaire qui ne se produirait qu'en 2043. L'alignement était réel, mais comment quelqu'un en 70x9 après G-C a-t-il pu le prédire? Certaines théories suggèrent que la crypte était le lieu de réunion secret d'une secte scientifique d'élite, opérant en marge des normes religieuses romaines, peut-être même persécutée pour possession de connaissances interdites. Cette idée a gagné en popularité après la découverte par des chercheurs d'un rouleau de papyrus enduit dans l'un des coffres. L'encre était composée de cinabre rare mélangé à des paillettes d'or, et l'étrange sténographie du rouleau semblait décrire un système de mesure du temps basé sur la dérive sidérale, un terme que seule l'astrophysique moderne définit précisément.
tandis que les conservateurs s'emploient, avec précaution, à dérouler les rouleaux restants, les spéculations vont bon train. Cette voûte était-elle la dernière bibliothèque secrète de Pompéi, un laboratoire scientifique dissimulé dans une chambre de villa, ou un lieu encore plus ancien que la ville elle-même, réaménagé par ceux qui craignaient sa disparition? Une seule chose est sûre. Pour l'instant, quelqu'un a déployé des efforts considérables pour cacher cette pièce à l'histoire, et il y est presque parvenu avant que les rouleaux ne soient finalement mis au jour. Les rouleaux interdits du chiffre de la flamme. Après une extraction minutieuse des coffres noircis, les conservateurs ont découvert plus de 30 rouleaux de papyrus, certains scellés dans des tubes de cuivre, d'autres non scellés, mais miraculeusement préservés grâce à l'isolation hermétique de la pièce et à son orientation à l'écart du souffle thermique de l'éruption. Contrairement aux rouleaux carbonisés d'Herculanum, ceux-ci n'étaient pas fusionnés en blocs de carbone. Au contraire, ils présentaient une étrange résistance à la décomposition. Les premières analyses d'encre ont révélé que les scribes utilisaient un mélange rare de galles de fer et d'oxyde de plomb, des composés métalliques légèrement magnétiques. Ce détail serait passé inaperçu sans un événement surprenant lorsqu'un rouleau a été placé près d'un appareil d'IRM haute puissance au laboratoire de conservation de Naples. Il a provoqué une brève distorsion électromagnétique. Cela ne devrait pas arriver. La signature magnétique de l'encre ne devrait pas être suffisamment forte pour perturber le fonctionnement des appareils médicaux modernes. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, et c'est ainsi qu'est née la découverte suivante. Et si l'encre avait été conçue pour interagir avec autre chose que du simple parchemin? Les chercheurs ont alors commencé à scanner les rouleaux grâce à une technique appelée imagerie multispectrale, combinant rayonnement infrarouge ultraviolet et même térahertz pour révéler des marques invisibles. Leurs découvertes ont fait la une des journaux internationaux. Les rouleaux n'étaient pas écrits en latin ni en grec comme on s'y attendait, mais dans un mélange d'ashkan de grec et d'une troisième langue non identifiée. Cette écriture inconnue a conduit certains épigraphistes à la nommer le chiffre de Pompéi. Elle est composée de spirales, de boucles et de rapports mathématiques. Un symbole revient fréquemment, un triangle inscrit dans un cercle dont les rayons s'étendent vers l'extérieur, évoquant étrangement les représentations de l'œil de la Providence dans les dessins de la Renaissance. Mais l'indice le plus fascinant réside peut-être dans la mention récurrente des gardiens de la flamme, une prétendue confrérie de prêtres astronomes romains et étrangers qui croyaient que l'éruption du Vésuve n'était pas aléatoire, mais cyclique. Les rouleaux font référence à ce qu'ils appellent la séquence de l'éveil, une période marquée par des alignements célestes, une activité sismique accrue et un profond malaise psychologique. Une traduction aujourd'hui largement débattue suggère même qu'un feu purificateur de la montagne se rallumera tous les 12 générations. Plus troublant encore, un rouleau contient ce qui semble être des coordonnées non pas de Pompéi, mais d'une région montagneuse de l'Albanie actuelle. Les archéologues ont recoupé ces données et découvert un réseau de grottes dont l'existence était évoquée depuis longtemps, présentant des traces de gravures murales datant de l'époque romaine, mais qui n'a pas encore été fouillé. Est-ce que, liés au même groupe, faisaient-ils partie d'un réseau transcontinental? Par ailleurs, un rouleau partiellement déchiffré laisse entendre que l'orrerie en bronze découvert précédemment faisait partie d'une paire. Le second dispositif, d'après le texte, n'était pas destiné à l'observation, mais à l'invocation. S'agit-il de calculs astronomiques ou de quelque chose de plus métaphysique? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, l'auteur de ces rouleaux possédait des connaissances en astronomie, en magnétisme, en géométrie et même en cryptographie bien supérieures à ce que l'on supposait jusqu'alors pour le monde romain. Cette constatation a pris une importance accrue après les découvertes faites par les conservateurs à l'intérieur des coffres noircis. Le squelette sans cendre dans les poumons,
Lorsque les chercheurs ont porté leur attention sur le squelette solitaire découvert dans la crypte de Pompéi, ils s'attendaient à trouver une autre histoire tragique figée dans le temps volcanique. Mais leurs découvertes n'ont fait qu'épaissir le mystère. Contrairement aux milliers d'autres victimes de Pompéi, dont les derniers instants furent marqués par des brûlures à vif, des murs effondrés et des voies respiratoires brûlées et remplies de cendres, cet individu ne présentait aucun signe de traumatisme thermique. Plus troublant encore, un examen approfondi de la cage thoracique et des sinus n'a révélé aucune trace de cendres volcaniques ni de suie dans les poumons. Comment est-ce possible? Pompéi fut enseveli sous des nuées ardentes des avalanches de gaz et de cendres, atteignant des températures supérieures à 500 degrés Celsius et se déplaçant plus vite qu'un cheval au galop. La chaleur à elle seule suffisait à vaporiser les organes internes et à vitrifier le cerveau, comme cela fut découvert chez une autre victime près de la bibliothèque d'Herculanum. Pourtant, l'homme à l'intérieur du caveau entouré de pierres, scellé par les cendres, était intact, son squelette non déformé, ses os non altérés par la chaleur, ses dents encore serrées. Il n'est pas mort lors de l'éruption. Ce simple détail a donné une autre tournure à l'enquête. Les analyses isotopiques médico-légales ont révélé quelque chose d'inhabituel. L'homme avait grandi loin de Pompéi, probablement au Proche-Orient, peut-être en Judée ou en Syrie, d'après les taux de strontium retrouvés dans ses dents. Pourtant, il avait été enterré seul, profondément, sous une villa privée. Des tests ADN ont apporté un autre indice. L'ascendance maternelle de cet homme remontait à un haplogroupe fréquent chez les prêtres de l'Égypte antique et encore plus rare dans l'Empire romain. Son régime alimentaire composé de protéines maigres d'herbes méditerranéennes et sans porc suggère une discipline rituelle ou religieuse. Il ne s'agissait ni d'un domestique, ni d'un citoyen, ni d'un commerçant. C'était quelqu'un d'autre. Était-il l'auteur des parchemins, un gardien du caveau, ou quelque chose de plus symbolique, une offrande humaine conservée aux côtés d'outils sacrés pour un rite cosmologique oublié? Plus troublant encore, lorsque les chercheurs ont reconstitué sa dernière position grâce à un logiciel d'analyse d'articulation osseuse, ils ont découvert qu'il ne se recroquevillait pas et ne se protégeait pas. Il était à genoux, les mains jointes sur la poitrine, le visage levé. Certains y voyaient une prière, d'autres une soumission. Mais cette posture n'était pas forcée. Elle était délibérée. Il est possible qu'il soit mort en méditation ou qu'il se soit volontairement enfermé dans la chambre, anticipant un événement apocalyptique. Cette découverte a déclenché une avalanche de théories. Cette crypte était-elle plus qu'un simple laboratoire secret? Aurait-elle pu servir de bunker rituel, un espace réservé à ce que les textes anciens appelaient parfois l'inversion des cieux? Certains chercheurs ont établi des parallèles avec les temples mitraïques et les sanctuaires du feu zoroastrien, où les prêtres s'enfermaient pour communier avec les étoiles. Cet homme était-il entré dans la chambre forte en espérant survivre à l'éruption? Ou bien accomplissait-il un serment de protéger le savoir jusqu'à ce qu'un futur lointain le redécouvre? Pourtant, le mystère ne s'arrêtait pas à sa posture ni à son passé. Ce qui gisait près de lui sur les murs et les parchemins laissait présager quelque chose de bien plus étrange, quelque chose que même le temps ne saurait expliquer. Le symbole qui ne devrait pas exister. Parmi les éléments les plus déconcertants découverts dans la chambre forte cachée, figurait un symbole poli dans du bronze gravé dans les rouleaux et même peint faiblement sur un mur avec un pigment fluorescent sous la lumière UV. Au premier abord, sa forme semblait vaguement géométrique, une étoile à 6 branches, inscrite dans un anneau flanqué de ce qui ressemblait à des glyphes planétaires. Mais lorsqu'un professeur d'archéoastronomie compara les angles internes et les rapports de lignes de l'étoile aux cartes stellaires connues, il fit une découverte stupéfiante. Cette formation reproduisait la grande conjonction planétaire de 2043, un alignement céleste rare qui se produira encore dans plusieurs décennies.
Cet alignement n'est pas qu'un symbole. Selon les calculs orbitaux de l'Observatoire européen austral, cette configuration précise ne se produit qu'une fois tous les 13 ans. Comment une secte de l'époque romaine aurait-elle pu la cartographier avec une telle précision? Certains évoquent une simple coïncidence. D'autres, cependant, avançaient une hypothèse bien plus radicale. Le créateur du symbole aurait eu connaissance des cycles processionnels, une lente oscillation de l'axe terrestre découverte seulement par Hipparque au IIe siècle, avant Job-Tus, et rarement comprise même des siècles plus tard. Le symbole fut également retrouvé gravé sur une étrange plaque de cuivre incrustée dans le sol de la voûte. Lorsque des métallurgistes effectuèrent des analyses spectrographiques, ils furent stupéfaits d'y trouver des traces d'iridium et d'osmium, des éléments plus courants dans les météorites que dans la croûte terrestre. La structure de l'artefact portait également des traces de travail à froid, c'est-à-dire de façonnage sans chauffage. Une telle métallurgie n'aurait pas dû être possible au 8e siècle. Nous n'avons aucune preuve qu'ils en étaient capables, a déclaré la docteure Elisa Montani de l'Institut archéologique de Naples. Mais la voici. Elle existe. Plus étonnant encore était ce qui se cachait sous le symbole tracé au sol. Sous la plaque de cuivre, le sol était soigneusement préparé, non pas avec du béton romain, mais avec des cristaux de quartz broyés et des couches de poudre de magnétite disposées en cercles concentriques. Cette découverte a suscité une avalanche de spéculations tant en ligne que dans le milieu universitaire. S'agissait-il d'une chambre de résonance, d'un dispositif énergétique primitif? Ou peut-être, comme le suggérait une théorie marginale d'un verrou calendaire conçu pour ne s'ouvrir ou s'activer que lors d'alignements planétaires spécifiques. Les sceptiques ont raillé jusqu'à ce qu'une expérience récente change la donne. Lorsqu'une équipe de chercheurs a recréé une maquette du symbole à l'échelle, en utilisant les mêmes matériaux et en l'exposant à des fréquences comprises entre 165 Hz et 200 Hz. Ils ont observé la formation d'un motif vibratoire distinct dans la couche de quartz, une signature cymatique, comme on l'appelle en physique. Ce motif correspondait presque parfaitement à la forme du symbole. Autrement dit, la structure réagissait à des fréquences sonores spécifiques. Elle s'était conçue pour entrer en résonance. Mais dans quel but, les théoriciens s'interrogent. Certains suggèrent qu'il servait à amplifier les observations astronomiques, peut-être en lien avec la résonance planétaire. D'autres pensent qu'il était peut-être associé à des chants rituels, permettant d'atteindre des états de conscience modifiés chez le gardien agenouillé au-dessus. Mais une phrase inscrite à l'intérieur du couvercle d'un coffret à rouleau revient sans cesse dans les discussions récentes. Quand la flamme reviendra, la porte s'ouvrira. Quelle flamme? Quelle porte? Et pourquoi ne devait-elle s'ouvrir qu'après des millénaires? Quel que fût le véritable but de cette chambre forte, scientifique, spirituelle ou autre, il est clair que ceux qui l'ont construite ne se contentaient pas d'observer les étoiles. Ils attendaient quelque chose. Le couloir des échos. Alors que les chercheurs s'interrogeaient encore sur l'étrange résonance créée sous la plaque de cuivre, l'imagerie sismique de la voûte révéla un passage étroit s'enfonçant plus profondément sous terre, un tunnel si précisément creusé qu'il semblait presque usiné. Les archéologues le baptisèrent le couloir des échos, après avoir constaté un phénomène troublant. Chaque mot prononcé à l'intérieur résonnait non pas comme un écho, mais comme une note harmonieuse, un son qui semblait leur répondre. Le couloir haut de seulement 1,6 mètre s'étendait sur près de 40 mètres sous le quartier sud de Pompéi, creusé dans du tuf volcanique solidifié après l'éruption. Contrairement à la maçonnerie romaine, généralement faite de mortier et de briques, les murs étaient ici parfaitement lisses, comme fondus pour leur donner leur forme. Les scientifiques soupçonnèrent d'abord une ancienne activité géothermique, mais la spectroscopie ne révéla aucune trace d'altération thermique. Les parois étaient en réalité composées d'un mélange inhabituel de calcite de cendre
et de silicates vitreux, la même composition que celle des fulgurites. Des conduits naturels se formaient lorsque la foudre frappait le sol. Afin d'étudier l'acoustique du couloir, des ingénieurs de l'Université de Naples y ont installé des microphones ultrasensibles. Lorsqu'un son unique à 174 Hz, la fréquence de guérison, selon certaines théories sonores modernes, fut diffusée à une extrémité du couloir. Celui-ci tripla de fréquence à l'autre extrémité, produisant un bourdonnement étrange qui persista même après l'arrêt de la source sonore. Les réverbérations durèrent 46 secondes, bien plus longtemps qu'un écho normal. Le son, comme l'a décrit un chercheur, semblait vivant. Plus loin, au bout du couloir, ils découvrirent quelque chose d'encore plus étrange, une porte en basalte scellée, sa face recouverte d'une fine couche de verre volcanique parfaitement lisse, à l'exception d'une unique rainure en spirale. Dans cette rainure était incrustée de la magnétite en poudre, le même matériau magnétique que celui trouvé sous le symbole du coffre. Lorsque des magnétomètres furent introduits, les instruments enregistrèrent des signaux extrêmement élevés. Le champ magnétique à l'intérieur du tunnel était 20 fois plus puissant que celui de la roche environnante. C'est alors qu'un historien de l'art remarqua une inscription à peine lisible près de la base de la porte. Bien qu'érodées, quelques lettres latines restaient lisibles. Vox clavis ad astra est. La voix est la clé des étoiles. Cette phrase a donné naissance à une nouvelle hypothèse. Le couloir aurait été conçu comme une sorte de clé acoustique, une chambre où le son lui-même pouvait déclencher un mouvement ou un accès. Après tout, les ingénieurs de l'Antiquité maîtrisaient parfaitement la résonance et l'hydraulique. Les Grecs avaient construit des théâtres capables d'amplifier un murmure. Se pourrait-il que les Pompéiens, ou un ordre secret parmi eux, aient porté cette maîtrise à un niveau supérieur? La porte de basalte, comme on l'appelle désormais, demeure scellée. Les archéologues hésitent à utiliser des forêts ou des explosifs de peur de détruire ce qui se trouve derrière. Mais un radar à pénétration de sol a détecté un vide derrière elle de la taille d'une petite pièce environ, avec des signatures métalliques denses en son centre. Ce qui se cache à l'intérieur, chambre rituelle, instrument astronomique ou quelque chose qui défie toute catégorisation, demeure un mystère. Après des mois d'études des anomalies magnétiques au-delà de la porte en basalte, les chercheurs ont décidé d'utiliser une méthode d'imagerie non invasive appelée tomographie muonique. La même technologie de balayage par rayons cosmiques employée pour cartographier les chambres internes des pyramides d'Égypte. Leurs découvertes ont stupéfié tout le monde. L'espace derrière la porte en basalte n'était pas une petite chambre comme on l'avait d'abord cru. C'était un cube parfait, mesurant précisément 9,4 mètres de côté aligné sur le nord géographique à moins d'1 degré près. Sa perfection géométrique défiait les outils connus des ingénieurs romains. À l'intérieur du cube, les scanners ont détecté 4 piliers verticaux disposés en carré, chacun doté d'un noyau métallique dense. Entre eux, en leur centre, reposait un objet sphérique d'environ 1 mètre de diamètre, émettant une signature électromagnétique faible mais stable. Le traitement des données de numérisation en rendu tridimensionnel a révélé un détail glaçant. Les piliers et la sphère étaient reliés par de fins canaux, comme conçus pour la circulation de fluides ou d'énergie. Pour certains membres de l'équipe, la ressemblance avec la structure d'un condensateur moderne, un dispositif stockant des charges électriques, était frappante. Pourtant, cet objet était censé dater du 1er siècle, après J.C. La précision mathématique du cube ne faisait qu'épaissir le mystère. Chaque dimension hauteur-largeur et même la distance entre les piliers correspondait à des rapports que l'on retrouve dans les solides de Platon, ces formes géométriques de la Grèce antique que l'on croyait représenter les constituants fondamentaux de l'univers. Et lorsque l'orientation de la chambre fut cartographiée par rapport aux étoiles, telles qu'elles apparaissaient la nuit de la destruction de Pompéi en 79 après Joramundse,
Son axe nord-sud s'alignait exactement avec la constellation de la Lyre, l'ancien symbole de la musique et de l'harmonie divine. Certains archéologues ont avancé une explication plus plausible. Il pourrait s'agir d'une expérience romaine sur le son et le magnétisme ou d'un atelier oublié de philosophes influencés par le mysticisme pythagoricien. Mais d'autres, dont la géophysicienne Elena Vasari, n'étaient pas convaincus. Cette structure était scellée des siècles avant l'éruption, a-t-elle fait remarquer. Les couches volcaniques qui la recouvrent sont intactes. Quelle que soit sa nature, elle existait bien avant Pompéi telle que nous la connaissons. Pour compliquer encore les choses, la sphère métallique au centre de la chambre émettait un léger bourdonnement à peine audible à l'oreille humaine, mais mesurable avec des instruments de précision. Sa fréquence, 432 Hz, la même tonalité associée à la résonance naturelle de la Terre et à une musique dont on suppose qu'elle s'harmonise avec les vibrations de l'univers. Dans une décision qui a suscité une vive polémique, les autorités italiennes ont suspendu les fouilles du site jusqu'à ce que la stabilisation complète du sol volcanique soit assurée. Des documents divulgués laissent entendre qu'avant de sceller à nouveau la chambre, les chercheurs ont introduit une sonde d'imagerie thermique par un micro-orifice. Celle-ci n'a enregistré que 6 secondes de vidéo avant de tomber en panne, révélant une surface réfléchissante à l'intérieur, comme du métal liquide ondulant au ralenti. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit simplement de mercure minéralisé utilisé par les Romains lors de rituels et d'expériences. D'autres murmurent que le miroir est tout autre chose, un dispositif destiné à refléter non pas la lumière, mais le son ou l'énergie. Qu'en pensez-vous? Abonnez-vous.